Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag. 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Voici le sommaire de cette toute nouvelle émission. Il a rejoint il y a tout juste 2 ans les Anges et sa mort a ému véritablement toute la France. Lucas Vermar a mis fin à ses jours après des semaines et des semaines de harcèlement scolaire. 2 ans après le drame, sa maman, Séverine, vient nous voir. Elle sort un livre pour que son enfant ne soit jamais oublié. Séverine Vermar qui vient témoigner sur ce plateau de son combat, de ses combats même avec un véritable leitmotiv, en finir avec le harcèlement scolaire une bonne fois pour toutes. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les process mis en place et par les autorités sont véritablement efficaces? Comment faire face à la toute-puissance également des réseaux sociaux? Là aussi, on essaiera d'apporter des réponses à ces questions. On ne perd pas nos bonnes habitudes. Effectivement, en cette année 2025, à chaque émission, il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'un duo de comédiens et danseurs et de leur spectacle Pomme d'amour. Ils parcourent les écoles pour promouvoir l'amour. Dans une dizaine de minutes, au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine Vermar. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Auteur de Lucas, symbole malgré lui. C'est aux éditions HarperCollins. Vous êtes la maman donc, de ce jeune adolescent, 13 ans et demi, qui nous a donc quitté. Lucas, c'était le 7 janvier 2023. Ça s'est passé chez vous dans les Vosges. Et vous êtes, je précise, également présente de l'association Luna. Luna, c'est quoi? Et est-ce que Liberté, Luna, unité, non au harcèlement. créer cette association, pour vous, c'était une évidence, Séverine? Oui, ça a tout de suite été mon but. Ça m'est venu tout de suite à l'idée de créer une association pour venir en aide aux personnes harcelées. Quelle est l'ambition, justement, de cette association que vous avez créée? Venir en aide aux personnes harcelées, quel que soit le harcèlement qu'ils subissent. Qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles se sentent Voilà, soutenues, c'est-à-dire le dire, c'est important de le dire déjà. Voilà, qu'elles Et de puissent en parler, qu'elles se sentent prêtes aussi à en parler parce que c'est compliqué, en sécurité, soutenues, et qu'on les aide à faire les démarches qu'il y a à faire. Justement, vous dites qu'elles soient prêtes à en parler. Quelles conditions il faut réunir justement pour que les victimes se sentent en confiance, qu'elles trouvent la force d'en parler? Il faut déjà trouver la personne de confiance. Ouais. Il faut trouver la personne à qui on est prête à se dévoiler, à tout raconter, que ce soit un proche, un collègue, un camarade. Ça peut se passer en ligne au téléphone ou c'est mieux que ce soit face à face de il y a les visu? plateformes téléphoniques, il y a les sites internet, il y a nous, Bien sûr. en tant qu'association, il y a énormément d'outils qu'on connaît tous. Il ne faut pas hésiter surtout à en parler, vraiment, parce que il n'y a pas de honte à avoir, c'est des victimes, donc il faut vraiment qu'ils prennent la parole et on est là pour ça. On sait que le harcèlement scolaire, c'est un véritable fléau et malheureusement, ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous avez été débordé au final par le nombre d'appels quand vous avez créé cette association? Alors non, on n'a pas été débordé parce qu'on est encore un bébé association. D'accord. On n'est pas encore assez connu, mais on est quand même demandé par les centres sociaux, les centres périscolaires, les écoles privées, mais pas encore à un point où on est vraiment débordé. On aimerait bien, parce qu'il y a quand même énormément de travail. On est en train de demander l'agrément aussi pour pouvoir intervenir dans les écoles, les lycées, les collèges. Donc voilà, dans le public, ça pose pas de problème. Dans le privé, ça pose pas de problème, mais dans le public, c'est un peu plus compliqué sans l'agrément. Pourquoi? Parce qu'il nous faut l'agrément pour pouvoir rentrer dans les établissements. Séverine, ça fait 2 ans aujourd'hui que Lucas a rejoint les Anges, 2 ans de souffrance, 2 ans de combat, que vous résumez justement aujourd'hui dans votre ouvrage que, je le répète, vous éditez chez Harper et Collins. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est compliqué, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. Tous les jours, je le pleure, forcément. Il me manque horriblement. Je tiens grâce à mes enfants. Ouais. Je tiens grâce au combat que je mène pour lui rendre justice. Grâce à l'association, aux personnes avec qui je viens en aide. Donc, justement, pardon de vous couper, vous donnez beaucoup de votre temps aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont besoin de vous, des jeunes et des moins jeunes. Qui s'occupe de vous aujourd'hui? Vous tenez beaucoup de monde, y compris vos enfants? J'ai mon avocate qui est énormément présente aussi. Qui a postfacé, effectivement. Oui, exactement. Qui a écrit aussi. Cet ouvrage, il y a ce rapport, une première victoire, si je puis dire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, dans votre combat qui dure maintenant depuis 2 ans.
avec ce rapport qui a été commandé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Que dit-il, ce rapport qui a été remis, qui va être versé d'ailleurs au dossier? On rappelle que vous êtes pourvu en cassation. Oui, alors ça a été diligenté par Madame Belloubet, qui a vu mon appel de détresse, parce que je me suis battue pour l'avoir, cette enquête. Hein. Il a fallu quand même que je fasse des pieds et des mains, que j'interpelle Monsieur Attal, par force. Hein, mais parce qu'il y avait un déni de l'administration, il y avait un déni du collège aussi. C'est ça, exactement. C'est une victoire, parce qu'on reconnaît, grâce à cette enquête qui a duré plusieurs semaines, avec plusieurs interrogatoires, à peu près 74, 75. Leur travail a été minutieux. On reconnaît, c'est écrit noir sur blanc, que Lucas a bien été victime de harcèlement scolaire dans son collège. Et en quoi ça peut changer la donne pour le pourvoi en cassation? Juridiquement, je pense que ça ne changera rien, parce que ça fait 2 ans. C'est loin. Pour eux, c'est loin. Politiquement, peut-être que ça aidera à avancer dans les démarches qu'on peut faire pour aider contre ce fléau. Et surtout, ça vient contrer la version de la cour d'appel. De la cour d'appel, et de ce que vous dit aussi l'administration et le collège, qui disait que concrètement, il n'y avait pas de harcèlement. C'est chamaillerie. Des chamailleries, qu'il y avait des moqueries, qu'il y avait des insultes homophobes répétées. Là, ça les met en porte-à-faux avec leur discours. Donc, vous avez accès au dossier aujourd'hui? Non, pas encore. Que faut-il faire pour avoir accès au dossier? Est-ce que vous pensez que vous pourrez à terme avoir accès au dossier? Alors, je pense qu'il faut faire une demande officielle au procureur. D'accord. Mais ce qui est fait, ce qu'on a fait, et on attend une réponse, j'espère, favorable. Ce rapport, justement, cette première victoire, elle vous redonne espoir dans votre combat sur le plan judiciaire? Oui, parce que mon fils, c'est reconnu qu'il a été harcelé, ce qui n'a pas été le cas, juridiquement parlant, en appel. Et voilà, quand on entend dire, mais non, en fait, elle est folle, elle ment, non, son fils, il n'a pas été harcelé du tout. Et 4 prévenus qui avaient été condamnés, c'est ça, première instance? C'est ça. Et relaxé en appel. Exactement. Alix. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience que Lucas était harcelé? C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il se faisait insulter toute la journée, de diverses insultes qui sont vraiment horribles. Il me l'a dit, j'en ai fait part. Ça s'est calmé. Après, ça a recommencé à la rentrée scolaire. Et donc, j'en ai fait part à son professeur principal, qui a pris les choses très à cœur, qui a tout de suite pris ça en main et qui a envoyé un mail à toute l'équipe pédagogique. Lui a fait son travail. C'est la seule personne que j'incrimine pas. C'est le seul. C'est le seul qui a pris conscience de la détresse de mon fils, mais voilà, il a prévenu, il a demandé à ce qu'on fasse attention à mon fils, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est injuste. La CPE a pris ça pour des simples chamailleries. Il n'y a pas eu de convocation ni des parents, ni de moi-même, ni des élèves. Il n'y a pas eu de table ronde, il n'y a pas eu de mots d'excuse, rien du tout. Donc je trouve ça, c'est honteux, parce qu'ils sont là pour protéger. On leur confie nos enfants. On leur confie nos enfants la journée. Le rôle d'éducation, c'est à nous de le faire. Quand on leur confie, c'est à eux de les protéger. Et ils l'ont pas fait. Ils m'ont fait passer pour une menteuse, en plus. Quand je leur ai dit que je les avais appelés plusieurs fois, on m'a dit « Vous êtes une menteuse, vous ne nous avez jamais appelé ». En cela, le rapport rétablit la vérité, vous pensez? Oui. Oui, je pense, j'espère. Mais ça change rien que mon fils, il était pas fou, au final. Parce que j'ai douté de moi, quand même. Je me suis demandé si je perdais pas la tête, Et au final, non. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Comment mener aujourd'hui votre combat, et même depuis 2 ans, sur un plan juridique, sans pour autant incriminer telle ou telle personne, parce que vous le dites, ce n'est pas ce qu'aurait voulu votre fils? Non, alors déjà, parce que c'est des enfants. Ça reste des enfants, c'est l'éducation qu'ils ont eue des parents. C'est l'effet de groupe aussi, qui a fait que... On se sent fort quand on est en groupe. Mais maintenant, mon combat, c'est... Voilà, je veux plus qu'il y ait d'autres Lucas. Donc, je me bats pour lui rendre justice. Je lâcherai pas. Tant que juridiquement, il ne sera pas reconnu victime,
Je lâcherai pas. Je me battrai jusqu'au bout. S'il faut que ça dure 15 ans, ça durera 15 ans. Mais voilà, je lâcherai vraiment rien. D'où le fait que je fasse un pourvoi en cassation. Il y a la sortie du livre, il y a l'association. Voilà, il y a dès que quelqu'un se sent mal à l'école, enfin, je suis tout de suite inquiète. On aide énormément, donc et puis le soutien des gens, c'est important. Que ce soit de mes enfants déjà en priorité, de ma famille, de mon entourage. Donc la mort de Lucas a véritablement ému tout le pays. Est-ce que d'une part ça vous a étonné? Est-ce que à ce moment-là, il y a 2 ans, vous en aviez pris conscience, et est-ce que c'est quelque chose en plus qu'il a fallu gérer? Alors oui, il a fallu le gérer parce que on a été pris dans un tourment médiatique non voulu. Hein. C'est pas nous qui avons sollicité les médias, c'est... D'où le titre, Lucas? Symbole malgré lui. Malgré lui. Voilà, donc voilà, on a été, on va dire, harcelés aussi, hein, parce que on nous suivait de partout, on nous cherchait partout. On est venu au funérarium voir mon fils, enfin, on essayait. Ça a été un calvaire, on a vécu l'enfer. Enfin, on voit ça que dans les films. Ça a été. Et là, vous réentamez, si je puis dire, un marathon médiatique, justement. Mais volontairement. Volontairement. Voilà. Donc ce ne sera pas subi cette fois-ci. Non, voilà, c'est de ma volonté. C'est voilà, même si tout le monde se souvient de Lucas, même si tout le monde connaît l'histoire de Lucas, voilà, je voulais encore lui rendre hommage maintenant, et parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et je trouve que l'écrire, c'est le maintenir aussi en vie. Vous avez hésité avant d'écrire justement cet ouvrage? Non. Vous en avez parlé avec votre avocate, qui encore une fois poste... Oui, mais ça a été... Qui est plus qu'une avocate, j'imagine, aujourd'hui. C'est devenu une amie. C'est devenu mon bras gauche. Maître Catherine Fèvre. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas hésité une seconde. Et quel est le message que vous espérez transmettre avec ce livre? Qu'il faut pas hésiter à en parler, qu'il faut pas avoir honte d'être qui on est, qui on veut être surtout. Et le regard des gens, peu importe. On doit être heureux comme on est. Ça sert à rien de discriminer qui que ce soit, parce qu'on a tous des petits défauts. Mais on est tous beaux. On est tous beaux à l'image, regardez, de ce cliché que je trouve magnifique, et vous l'avez mis en plus en noir et blanc. Il y a ce regard de ce petit Lucas, effectivement. De quand date ce cliché, et pourquoi avez-vous décidé de choisir ce cliché justement pour illustrer votre ouvrage? Qui était-il? Il a été pris le jour de ses 13 ans, de son anniversaire. Il a les yeux, oui, pétillants, parce que joie de vivre, malgré tout. C'était pendant les vacances, donc pas de collège, pas d'insultes. On voit sur la photo, il est souriant, il est plein de vie, il est solaire, Voilà, c'est ma boule d'énergie. Il était tellement joyeux quand il n'était pas à l'école. Quand il n'était pas en cours. Quand il était avec ses amis ou quand il était en famille. Exactement. J'ai le sentiment, en parcourant effectivement ces 160 pages, que c'est plus qu'un hommage que vous tenez à lui rendre, que c'est peut-être un outil aussi pour bon nombre de parents qui ont peur, effectivement, que leur enfant se fasse harceler. Voilà, et c'est vrai qu'on a fait bon nombre d'émissions avec Alix, y compris avec des gens d'administration, et on se met aussi dans leurs chaussures, et des fois, ils ont l'air de se dire que c'est vrai que... Enfin, on n'arrive pas à savoir quelle est la limite entre moquerie, chamaillerie... Alors, du moment où c'est répété, que ça blesse la personne... C'est la différence. C'est du harcèlement. Si c'est... je t'aime plus, t'es plus mon copain. Non, là, c'est de la chamaillerie. Mais du moment où c'est répété et que ça blesse la personne, que ce soit physiquement ou mentalement, ça s'appelle du harcèlement. Une fois, si c'est à partir de 2 fois, ça s'appelle du harcèlement. Comment se manifestait justement au quotidien ce harcèlement, et comment il vous en faisait part? Est-ce que vous avez l'impression que ça allait justement crescendo, ou c'était par période? Alors, quand il m'en faisait part, il me le disait clairement. Et à la maison, ça se ressentait... je pensais que c'était la crise d'adolescence, parce qu'il était en plein dedans. Ça reste un adolescent de 13 ans. Donc, je pensais que c'était l'adolescence. Et au final, non, c'était juste son mal-être qui ressortait. Mais
étant donné qu'on n'a pas été soutenu ou guidé par l'établissement, on n'a pas eu d'aide, c'est compliqué. Enfin, pas de psychologue, pas d'assistante sociale pour en parler avec eux dans l'établissement, c'est compliqué parce que il se renfermait sur lui-même, il était violent dans ses paroles, enfin voilà, il répondait, mais je pense qu'il faisait ça parce que voilà, on était les seules personnes qui, dans tous les cas, l'aimeront toujours, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Donc, même si je suis violent à la maison au niveau parole et que je réponds tout le temps, maman, elle m'aimera toujours. C'est ça. Donc, je me lâche et puis voilà. Alex. Et quel conseil vous donneriez à un parent qui, comme vous, tente en vain de dénoncer le harcèlement que subit son enfant sans obtenir nécessairement le soutien espéré de l'autre côté? Alors, surtout, écouter son enfant et ne pas le juger. Parce que, voilà, il y a encore des personnes qui sont réticentes à certaines choses, mais surtout ne pas juger son enfant. Ensuite, faire appel au médecin pour faire constater le mal-être de l'enfant avec un certificat médical, prévenir l'établissement par écrit, toujours garder les preuves, toujours garder les écrits, faire, si ça bouge pas, écrire à l'académie. Pour changer d'école? Pas pour que l'enfant lui-même change d'école, pour que les personnes qui le harcèlent changent d'école. C'est pas au harceleur c'est pas au harcelé de changer d'école, c'est au harceleur. C'est pas à la victime de... Non, enfin, c'est pas à la victime de partir. La victime, elle est légitime de rester là. C'est la personne qui pose problème qui doit partir. Voilà, toujours voir un psychologue aussi. Voir un psychologue, un pédopsychiatre, enfin, il y a toujours porter plainte. Porter plainte, pas de main courante, porter plainte. Parce qu'une main courante, c'est une petite trace, mais ça ne fait rien. Voilà. Une plainte a beaucoup plus d'impact et signifie beaucoup plus même pour l'enfant. Parce que voilà, il y a la police qui est derrière, il y a une enquête qui sera faite et surtout, garder des écrits. Garder tous les écrits. Et ne pas céder à la pression de l'établissement. Vous êtes pourvu en cassation, on le rappelle. Est-ce que vous appréhendez justement de la suite du procès? Parce que vous avez dit à de multiples reprises que la justice vous avait comme abandonné. Aujourd'hui, vous avez bon espoir que ça change ou... Alors oui, parce que de toute façon, je suis prête. Ça fait 2 ans que je souffre, donc je me suis mis une carapace. Mais non, je suis prête à affronter de nouveau tout ça. Mais de toute façon, oui, c'est mon combat au quotidien. Donc non, je suis prête à le faire. Et même s'il faut qu'on refouille ma vie, voilà, allons-y. Quel regard vous portez sur l'attitude des prévenus à l'époque? Vous dites qu'ils n'ont pas montré véritablement de compassion, comme s'ils ne se rendaient pas compte de la gravité des faits. Vous dites quoi, que ce sont des enfants? Ah oui, ça c'est des enfants, mais leur attitude était un peu déplacée. Un peu beaucoup même déplacée, parce que ça rigole, ça s'excuse pas non plus. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de mot d'excuse. Pourquoi une telle déconnexion, à votre avis, c'est vrai? Complètement. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, même les parents. Il y a certains des parents qui sont complètement déconnectés parce que j'ai gâché la vie de leurs enfants. Alors que moi, j'ai perdu le mien à cause de la bêtise de leurs enfants. Donc, complètement déconnectés de la réalité et du mal qu'on vit actuellement encore. Et qu'on vivra toute nos vies. Et en 2 ans, il y a eu des rétropédalages de leur côté, Rien du tout. Changements? Il n'y a eu aucun changement de comportement. Ils sont fiers de dire qu'ils sont passés devant le tribunal, qu'ils ont été relaxés. Donc non, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Votre fils a été harcelé parce qu'homosexuel? Oui. Parce qu'il est homosexuel, parce qu'il était assidu en classe. C'est un très bon élève. Donc ça dérange. Pour des élèves qui ont du mal, qui ont des suivis, ça dérange. Lucas s'intéressait à tout, donc on n'aime pas l'intello de service. On n'aime pas la personne qui sort, qui est pas comme eux, qui porte pas les mêmes habits, qui parle pas pareil, qui s'intéresse pas aux mêmes choses, et surtout qui est homosexuel. Lucas
ne s'en cachait pas, il le disait. Donc, c'était pas une honte pour lui parce que c'était lui. Donc, ça dérange. Séverine, c'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et Alix, aujourd'hui, tu nous présentes un spectacle qui utilise la danse pour parler de l'amour avec un grand A, l'amour sous toutes ses formes. Oui, et ce spectacle, c'est Pomme d'amour. Quand les mots deviennent insuffisants face à la violence du harcèlement, la danse prend le relais. Elle devient un langage universel pour explorer ce qui nous unit, l'amour avec un grand A, qu'il soit donné, reçu ou cultivé pour soi-même. Ce spectacle a été imaginé par Maxime Campistron et Angélique Verger. Il nous transporte dans un univers poétique où se mêlent rire, émotion et réflexion sur les relations humaines. À travers des scénettes pleines d'humour et d'absurde, Pomme d'amour s'attaque aux stéréotypes et célèbre la diversité. Les deux metteurs en scène et comédiens s'inspirent de témoignages recueillis auprès de personnes de tous horizons. Ces histoires d'amour, qu'elles soient fraternelles, romantiques ou introspectives, prennent vie grâce à une mise en scène haute en couleurs et une voix off qui nous guide. On écoute Angélique Verger. Alors, le spectacle Pomme d'amour est né d'une envie commune, mon partenaire et moi, de vouloir répondre d'abord à la question « Qu'est-ce que l'amour ?» et ensuite de libérer la parole autour d'un thème aussi vaste, mais sur lequel on porte encore beaucoup de pudeur. On en parle justement avec les jeunes en collège et lycée. À la suite du spectacle, nous ouvrons une discussion et notre souhait, c'est de créer une conscience collective autour de ce thème-là et ensuite d'alerter par rapport au danger du manque d'amour qui peuvent éventuellement arriver à des situations extrêmes. En gros, c'est un projet qui met en avant des carences en amour que nous avons dans nos rapports au quotidien. Pomme d'amour, c'est une invitation à réfléchir sur nos liens, nos différences et sur la manière dont l'amour peut être une réponse puissante à l'intolérance et au rejet. Une belle façon d'aborder des sujets sensibles comme le harcèlement. Je me souviens de ces images poignantes, encore une fois, il y avait beaucoup de monde qui s'était rassemblé lors de ces marches blanches. Vous avez prévu de faire d'autres marches pour rendre hommage à Lucas, Séverine? Non, pas pour le moment. Là, c'est vraiment le combat qui prime. Donc, ouais. Pour le moment, voilà. Enfin, le livre, l'association, je pense que ça fait déjà beaucoup. Ouais. C'est pas prévu en tout cas. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé que Lucas ait entre les mains avant de passer à l'acte, un livre qui dise que tu n'es pas seul. Exactement. Il y a toujours, enfin voilà, j'aurais aimé qu'ils le lisent pour qu'ils comprennent que moi je serai là quoi qu'il arrive et que personne l'aurait laissé tomber et que personne ne l'aurait jugé. Enfin voilà, j'aurais aimé qu'ils le lisent pour qu'ils réalisent à quel point il est exceptionnel, quel point c'est un super garçon. C'est un modèle. C'est un modèle pour nous, c'est parce qu'il a fait preuve de courage, déjà rien que pour subir ce qu'il a subi. Donc, voilà, c'est mon héros. Comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Ça passe forcément par cette victoire sur le plan judiciaire pour pouvoir se reconstruire? Pour pouvoir me reconstruire, oui. Pour faire le deuil, non. Parce que tant que je me pardonnerai pas à moi, je pourrais pas faire le deuil, mais... On peut lâcher prise sur la culpabilité quand on est parent? Non. Non, parce que je me sens... C'est injuste. Voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est des pourquoi, c'est des comment j'aurais pu. Enfin, et puis on se sent coupable. On se sent énormément coupable parce qu'il est plus là et puis on se sent fautif. Donc... Même si vous avez rappelé que vous confiez votre enfant à l'école la journée. Voilà. Même si... Et qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe pendant la journée. Exactement. Sans parler des réseaux sociaux. Où c'est 24 heures sur 24. C'est ça. Enfin, je l'aurais mis dans une bulle pour le protéger. Maintenant, je veille pour ma fille qui est scolarisée. Le moindre petit problème, j'en parle tout de suite avec la maîtresse qui règle tout de suite. Je lui demande tout de suite comment s'est passée sa journée. Dès que je vois un bleu sur elle, je lui demande comment elle se l'est fait. Enfin, je suis devenue surprotectrice. Et ça l'étouffe peut-être, mais j'arrive plus à faire autrement. Comment elle va? Elle va bien.
par chance, elle va très bien alors qu'elle a vécu l'horreur. Elle est suivie encore par un psychologue. Hein. Elle la voit très régulièrement. Mais elle va bien. C'est bête de dire ça, mais c'est la réincarnation de Lucas parce que elle aime ce que Lucas aime. Elle fait ce que Lucas fait. Elle parle comme Lucas parlait. Donc au début, j'ai eu du mal. J'ai fait un transfert de Lucas sur ma fille. Et au final, elle a ses petits points à elle, donc qui fait qu'elle est exceptionnelle aussi, qu'elle est solaire, qu'elle est rayonnante, qu'elle est mature énormément, plus que son âge, plus que ce qu'elle devrait. Et enfin, c'est ma guerrière, parce elle a vu l'horreur et elle en parle d'une belle manière maintenant, même si elle a encore des craintes. Elle en parle d'une manière, mais exceptionnelle. Comment faites-vous aujourd'hui pour vous protéger, entre guillemets, sachant que il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une histoire de harcèlement scolaire en France. Et en même temps, vous accordez la majeure partie de votre temps à aider les autres pour qu'il n'y ait pas d'autres drames. Alors moi, je me protège pas, je protège mes enfants. C'est eux qui priment, hein, c'est leur protection qui... Moi, je me bats, donc voilà, je me protège pas. Alix. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la personnalité de Lucas? Est-ce qu'il avait des rêves? Il rêvait d'être styliste, maquilleur pour les stars. Voilà, il voulait être dans la lumière. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il était, une lumière. Je le voyais, moi, sur Paris, à faire tous les défilés de mode. C'était son rêve. Puis il avait le potentiel, donc il était très, très intéressé de tout. Mais vraiment tout. La littérature, la science, la musique. C'était un dessinateur, Ouais, il avait des rêves plein la tête et il s'en donnait les moyens. Ouais, c'était le petit garçon parfait. À la mémoire de mon fils, Lucas, victime d'injures homophobes répétées, malheureusement devenu ordinaire à l'école et parti bien trop tôt. Ta douleur invisible a marqué nos vies, mais ton courage restera à jamais gravé dans nos cœurs. Ton absence est une blessure profonde, mais à travers mon combat, ta voix résonnera pour que plus aucun enfant ne souffre dans le silence. À toi et à tous ceux qui traversent des épreuves similaires, je dédie ce livre. Puissions-nous ensemble vaincre ce fléau et offrir un monde plus bienveillant à nos enfants. Avec tout mon amour et ma détermination. Je vous recommande bien évidemment ce livre de Séverine Vermar, Lucas symbole malgré lui. Voilà, c'est aux éditions HarperCollins, Le combat d'une mère, en finir avec le harcèlement scolaire. On attend bien évidemment la tenue de la suite du procès. On attend, bien évidemment. Il faut attendre avec la justice, en espérant que vous ayez cette fois-ci un verdict à la hauteur. Merci Séverine. Merci d'avoir été avec nous. Et merci pour Lucas. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour une nouvelle émission de School TV Le Mac. Excellente journée en notre compagnie.